à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir sur la bulle du Coq Vert pour parler avec vous de climat et de bois et de construction. Beaucoup de sujets du coup. Je m'appelle Myriam Kittard, je travaille chez BPI France à la direction conseil. J'accompagne des programmes d'accélération destinés aux PME et aux ETI françaises et notamment dans la filière du bois. J'ai avec moi aujourd'hui deux accélérés, Alban Boyer, qui est président du groupe Trecobat, et Sébastien Frein, qui est VP Corporate chez Woodoo. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté mon invitation. On va parler construction et bois, je l'ai dit, mais surtout on va s'interroger sur le potentiel du bois comme matériau de construction. Merci d'avoir accepté mon invitation, je l'ai déjà dit. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter votre activité, ce que vous faites. Sébastien, je vois que tu es prêt à... Prêt. Alors, vas-y. D'abord, merci Myriam pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'intervenir à Big et pour la BPI. Merci encore pour tout le soutien de la BPI. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Frein, je suis effectivement VP Corporate chez Woodoo. Alors Woodoo, ça parle sans doute pas à tout le monde. C'est concrètement une entreprise deep tech qui a maintenant 7 ans. Chez Woodoo, ce qu'on vient faire, c'est qu'on a créé un nouveau matériau qu'on appelle le stack, qui est un bois augmenté. C'est-à-dire que c'est un bois qu'on vient traiter, compresser, imprégner pour en faire un super bois, si vous préférez. L'objectif de ce bois, il est double, c'est de venir surtout remplacer des éléments émissifs en carbone dans la construction, venir le faire sur la façade, donc pouvoir remplacer de l'aluminium sur du bardage typiquement, et le faire surtout sur la structure, donc là venir remplacer du béton ou de l'acier. C'est dans ce cadre-là qu'on a notamment fait un contrat avec Bouygues assez récemment. Et donc aujourd'hui, on a une quarantaine de personnes, on a 3 sites, un à Paris et 2 dans le Grand Est, près du Peuplier, notre ressource locale, et on ouvre un nouveau site industriel à la fin de l'année. Génial, bravo. Alban? Donc je suis Alban Boyer, président du groupe Trecobat, un des leaders de la construction de maisons individuelles en France, puisqu'on fait 200 millions de chiffres d'affaires et on est 600 collaborateurs. Mais on a une singularité depuis 40 ans, puisqu'on fait du bois... non, mais ça viendra. Non, c'est vrai que ça arrive. Une particularité, ça fait 40 ans qu'on fait du bois. On a 3 usines sous une marque qui s'appelle Mur et Bois. On fait de l'ossature bois, donc c'est la technique la plus usuelle, en fait, on va dire, dans la démarche du bois, pour des extensions, des maisons, des bâtiments tertiaires, des bâtiments collectifs, de la rénovation énergétique. Et puis nous avons repris un site industriel dans la Nièvre de 13 000 mètres carrés couverts, qui fait aussi du modulaire et studio de jardin au travers d'une marque qui s'appelle Natibox. Voilà. Très bien. Alors, quand on a préparé cette table ronde, je vous ai dit, voilà, le thème de la table ronde, ça va être construire demain. Est-ce que le bois est une alternative durable? Et vous avez rigolé un petit peu. Et vous m'avez dit, ah, mais ce titre est un peu provocateur. Qu'est-ce que tu entends par là, etc. Pourquoi, du coup, peut-être toi d'abord, Sébastien, pourquoi avoir fait le choix du bois, du coup, dans vos développements? Quels bénéfices vous y voyez? Et si tu peux nous parler d'exemples de réalisations que vous avez eues dernièrement. Ouais, avec plaisir. Effectivement, c'est une question qui nous a fait un peu rigoler parce que le bois, on l'utilise quand même depuis la nuit des temps pour construire. Et a priori, jusqu'ici, ça a quand même plutôt bien fonctionné. C'est une ressource qui a énormément d'avantages sur différentes typologies d'usage. Je pense qu'Alban pourra tout à fait compléter mes propos, mais en l'occurrence, nous, les clients avec qui on travaille, ils viennent nous voir pour 3 raisons majeures. La première raison, et il faut bien comprendre que la construction, c'est une industrie qui est aussi drivée par l'économie. On n'est pas du tout sur une industrie qui est prête à payer des green premium, en tout cas sur les sujets industriels ou les grands bâtiments avec lesquels on se projette. Et donc, il y a d'abord une vraie parité économique dans nous les alternatives qu'on vient proposer au béton et à l'acier. Et ça, c'est vraiment l'une des clés pour comprendre la proposition de valeur de Woodoo. Le deuxième sujet qui est absolument clé, c'est la logique de durabilité. C'est effectivement, le bois est une alternative décarbonée aux ressources fossiles, concrètement, de l'acier ou du béton. Il me semble que l'acier et béton, c'est 15% des émissions mondiales en termes de CO2. C'est absolument gigantesque et il est absolument nécessaire, que ce soit pour des logiques réglementaires comme des logiques sociétales, de proposer des alternatives qui vont dans le sens de l'histoire. Et enfin, la dernière logique et le dernier bénéfice que nous, on met en avant, c'est la praticité d'utilisation. Le bois, c'est plus pratique pour plein de raisons. Nous, quand on travaille sur des projets industriels, donc quand on dit projet industriel, il faut imaginer des halles logistiques, des data centers. Nous, on va pouvoir en fait travailler des éléments de la construction, typiquement des poteaux, des poutres, bien en amont.
c'est beaucoup moins lourd, c'est beaucoup plus facile à transporter, c'est beaucoup plus facile à installer. Alors pour vous, peut-être que ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Il faut bien comprendre que sur un planning de data center, nous, on vient leur faire gagner quasiment 1 mois de chantier. C'est absolument gigantesque. Notre premier client, Bouygues, un jour de retard sur un planning, c'est 100 000 € de pénalité. Donc quand on peut leur faire gagner du temps et de la praticité sur le chantier, où on n'a pas à faire repartir des poteaux, des poutres, mais faire une taille sur place ou un ajustement sur place, bah, c'est des ajustements et des bénéfices absolument énormes. Alban qui a une double vision. Nous, ce qui nous a motivés, c'est effectivement le sujet de la décarbonation. Et encore plus aujourd'hui avec la réglementation environnementale 2020, puisque les effets de seuil 2028-2031 vont pousser dans ce sens, sur les biomatériaux en tout cas. Et le bois est un matériau qui permet d'industrialiser une démarche. Donc d'abord la décarbonation. La deuxième chose, c'est de contrecarrer la pénurie de main-d'œuvre dans le bâtiment. Là, on est en bas de cycle, et donc il n'y a pas trop de difficultés. Mais quand on est en haut de cycle, pour trouver tous les corps d'État, et notamment des maçons, c'est un vrai sujet. Et le fait de le construire en usine nous permet donc de se débrider de ce sujet. Et puis le dernier sujet, c'est la vitesse, puisque c'est un matériau qui permet d'industrialiser une démarche. Et quand en plus on le fait en 3D, comme on le fait pour Natibox par exemple, on peut livrer ce logement partout en France, et il est posé chez vous en moins d'1 heure. Voilà. Un peu plus rapide qu'un data center. Est-ce que selon vous, du coup, le bois peut vraiment remplacer à terme le béton et l'acier? Ou est-ce qu'il y a quand même des défis techniques importants? Alors, derrière le bois, en fait, faut faire un peu de pédagogie. Parce que nous, on fait de l'ossature bois, mais c'est pas avec de l'ossature bois qu'on va faire des immeubles de grande hauteur. Il y a d'autres solutions comme le lamellé ou le KLH, enfin pour ceux qui sont initiés sur les sujets, qui sont des bois de structure et qui permettent effectivement de monter sur les sujets. Et l'ossature bois permet de faire le remplissage de ces bâtiments. Donc tout ça pour dire quoi en l'état, c'est que moi je crois plutôt au bon matériau au bon endroit. On ne peut pas faire tout bois. En tout cas, c'est pas mon credo. Parce que finalement, quand on construit en bois et qu'on fait une poutre lamellée collée qui fait 2 mètres de haut dans un plénum, sincèrement, il y a quelques sujets. Donc là, on va mettre du métal, par exemple. Pour asseoir le bâtiment, on va sans doute aussi construire des fondations en béton pour éviter tout mouvement de terrain. Donc on est plutôt dans ce type de démarche en l'état. Les défis techniques de la filière bois, une fois que j'ai dit un petit peu tout ça, aussi je me fais l'avocat du diable du bois. Et pourquoi il ne faudrait pas en faire? En tout cas, dans les bâtiments collectifs, il y a des normes incendies qui sont assez drastiques pour le bois dans la mise en œuvre, ce qui n'est pas le cas de l'acier et du béton. Et pour autant, sur les tests au feu, le bois structurellement est celui des 3 matériaux qui résistent le mieux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le bois n'aime pas l'humidité. Et donc, il faut être conscient de où on met du bois et comment on le fait. Donc, il vaut mieux avoir un bois traité déjà, mais dans des environnements humides, il faudra quand même éviter de faire certains sujets. Ça, c'est le deuxième point. Et puis, le troisième point, c'est un matériau qui a peu d'inertie. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il fait chaud, il fait chaud. Et donc, il faut plutôt mettre des matériaux à changement de phase ou de la masse dans la construction que l'on fait, de façon à ce que les choses se passent. Une fois que j'ai dit ça, naturellement, nos clients nous disent, quand ils rentrent dans leur maison, ils se sentent naturellement bien. Parce que c'est un matériau qui gère bien l'hygrométrie. Et en mi-saison, vous êtes chez vous comme si c'était les beaux jours tout le temps. Et il fait bon parce que l'hydrométrie, effectivement, le bois va la gérer. Ouais, je vais vraiment aller dans la continuité d'Alban, même si tu parles principalement de maisons individuelles. Nous, on est plutôt sur vraiment des bâtiments industriels. Et la logique du bon matériau au bon endroit, je la partage à 100%. Et je vais même aller plus loin, je vais dire dans la bonne quantité. Nous, c'est vraiment cette logique-là. Et je pense qu'il y a un usage mixte des matériaux. Le ciment, c'est la deuxième ressource la plus utilisée par l'homme après l'eau de base. Vraiment. Donc, en fait, nous, avoir la prétention de se dire qu'on va remplacer tout le béton ou tout l'acier, honnêtement, c'est complètement fantasque. Donc on n'est pas du tout dans cette approche-là. Au contraire, je pense qu'il y a un mix d'usage qui est extrêmement intéressant et chaque matériau a aussi ses spécificités, ses avantages. Néanmoins, dans cette logique-là, nous, on va pouvoir proposer, et c'est là où on va peut-être, tu parlais d'ailleurs du lamellé collé, tu parlais du glulam, typiquement sur nos matériaux, nous, on va pouvoir aller un peu plus loin. Sur les performances mécaniques, on va pouvoir aller là où le bois ne va pas forcément aujourd'hui.
Pourquoi on utilise aujourd'hui du béton ou de l'acier? C'est parce qu'on ne peut pas utiliser du bois. Le bois, c'est souvent moins cher, ça va plus vite, etc. Donc, nous, on vient vraiment déployer nos matériaux là où le bois, jusqu'ici, ne peut pas aller. Et dans la logique des obstacles, l'incendie, je partage complètement. Et il y a vraiment une évolution de la réglementation. Les pompiers de Paris ont des vraies questions sur le sujet. Et je peux comprendre, je suis pompier, j'ai pas envie de mourir dans un incendie. Enfin, je pense que ça s'entend complètement. Néanmoins, il y a aussi du travail qui est fait sur la filière bois pour avancer sur sa réglementation. Il y a une autre logique que moi je vois, c'est la logique de maintenance. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des problèmes d'humidité, il y a des problèmes de grisaillement pour le bois. Et encore une fois, on essaie nous de contrebalancer ça avec une approche technologique pour en fait proposer des solutions qui vont résister à l'écueil du temps. J'ai pas envie que la France ressemble à Courbevoie. Courbevoie, c'est une ville dans laquelle le maire a interdit le bois dans le plan d'urbanisme. Pourquoi? Parce que ça grisaille. Et en fait, c'est là où il faut que toute la filière trouve des solutions collectives. On essaie de le faire à notre échelle, mais il y en a d'autres qui existent. Pour autant, on sera très content, si jamais il y a des maires dans la salle, de discuter avec vous. Proposer des vraies solutions sur le sujet. Le bois, ça grise quand on en fait de la vêture, mais le bois de structure, finalement, on peut en faire ce que l'on veut, puisque dans les maisons que l'on construit, par exemple, on fait de l'enduit sur du bois. Pour les puristes du bois, c'est une hérésie, mais il y a des gens qui ne veulent pas d'entretien de leur maison bois, et donc ils veulent une maison enduit. Dans des bâtiments collectifs ou des bâtiments tertiaires, sur les bois d'ossature, c'est encore de la structure, et on va faire intervenir un bardeur qui va pouvoir remettre une vêture par-dessus, où effectivement, le bois ne va plus être mis forcément en évidence ou sublimé, mais là, pour le coup, il ne grise pas. C'est un vrai sujet, le bois apparent, ça pose des questions supplémentaires sur les incendies. Après, je regarde un peu le bâtiment qu'on a là, concrètement, on est le pays de Freycinet, on est le pays de Le Corbusier, on est le pays d'Eiffel, on a un pays de béton, on a un pays de béton armé. Vinci Bouygues, c'est le numéro 1 et le numéro 2 mondial de la construction. C'est pas le numéro 1 français, c'est pas le numéro 1 européen, c'est le numéro 1 et le numéro 2 mondial. Et donc on a cette culture et cette innovation, ce savoir-faire qui est ancestral quasiment. Néanmoins, c'est des éléments, des matériaux qui existent depuis plusieurs millénaires ou plusieurs centaines d'années pour le béton armé en l'occurrence. Et il est temps de continuer cette tradition de l'innovation française en mettant à jour ce beau matériau qu'est le bois. Alors vous savez que cette année, le grand thème de BIG, c'est vérité. Les entrepreneurs sont là pour partager leur vérité. Et moi, je voulais revenir sur quelque chose qu'on entend souvent dans la filière bois ou en tout cas auprès du public. Le bois est souvent associé à des coûts plus élevés. Ça coûte cher, c'est pas adapté aux grandes constructions. On peut pas tout faire avec le bois. Est-ce que c'est pour vous un mythe ou une réalité? Et comment est-ce qu'on peut rendre du coup le bois plus accessible? Moi, j'ai tendance à penser que, encore une fois, l'industrie de la construction, elle est drivée par le prix. En tout cas, il y a peut-être des concessions qui sont faites sur certains sujets, mais on n'a pas la chance de construire la fondation Louis Vuitton tous les jours, en fait. Donc nous, quand on travaille sur des chantiers de halles logistiques avec un Bouygues, par exemple, quand on projette nos solutions, si on arrive avec un prix qui est supérieur de 1%, bah, tant pis pour nous. Et les arguments, justement, du côté durable du bois ne rentrent pas en jeu dans ces conditions-là? En fait, il y a la réglementation qui évolue. Donc il y a des choses qui doivent changer et quelque part, tout le monde va devoir changer son approche, c'est évident. Dans ce cadre-là, effectivement, il y a une prise en compte du sujet. Néanmoins, quand on arrive avec une innovation, quelque part, il faut aller juste au-delà de la promesse de décarbonation et il faut proposer des avantages complémentaires. Honnêtement, encore une fois, ça reste des industries qui sont très grandes, à très grande échelle, et donc la logique économique est ce qui régit l'économie. Et donc à partir de là, nous on s'efforce en tout cas de proposer des alternatives qui soient à parité économique avec les matériaux qu'on remplace. Et je pense que c'est tout à fait possible. C'est vrai, c'est la vérité. On va le dire ce soir. Dans plein de cas, le bois est plus cher que le béton. Mais il faut expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, finalement, dans la conception, et Sébastien l'a dit, on est un pays de bétonneux. Et quand on fait la conception d'un bâtiment bois comme on ferait un bâtiment béton, eh ben, tous les éléments d'ingénierie et les prix de sortie, eh bien, des fois, vous allez être très surpris parce que vous allez être 10, 15, 20% au-dessus du prix cible de ce qu'on aurait fait en béton. Lorsqu'on reprend l'ingénierie, qu'on repart du bois et de ses contraintes, et que pour le coup, on redessine un bâtiment en conséquence, on est capable de sortir de la même performance. Pour le prouver en l'état, puisque nous, des maisons bois, on en vend, mais on vend aussi des maisons traditionnelles. Si elles étaient si chères que ça, je peux vous assurer que notre force de vente mettrait ça de côté en disant ça c'est le truc du chef, on verra plus tard. C'est 45% de nos ventes.
on vend les maisons bois au même prix qu'une maison traditionnelle. C'est une performance, bien évidemment, parce que ça ne se fait pas tout simplement comme ça. C'est d'abord une performance industrielle, parce que pour sortir ce prix, il faut du process et faire des choses. Dans une maison, on ne sort pas de série, c'est-à-dire que chaque maison est un prototype qu'on passe dans l'usine. Nous avons réussi à industrialiser le prototypage. C'est la particularité. Deuxième sujet associé à ça, c'est que il y a beaucoup de contraintes, de normes, de règles autour de tout ça, et que le digital doit nous permettre de processer tout ça en fait. Et c'est bien la clé. La clé, c'est que, en tout cas, ce que je dis souvent, c'est quand on compare une construction bois avec une construction béton, on va souvent faire un débours chantier, c'est-à-dire un débours c'est sec, on va prendre la main-d'œuvre et les matériaux, on oublie un peu les frais généraux quand même dans tout ça. Et finalement, dans la structure des frais généraux, quand on est avec beaucoup de digital sur le sujet industriel, parce que je rappelle que du dessin à l'usine, tout le process est très automatisé, ce qui permet d'abaisser les coûts de bureau d'études de manière très conséquente. Et bien effectivement, on arrive à sortir des choses qui sont, en termes de prix, extrêmement performantes. Et là, on parle de la construction, mais je pense que dans vos solutions, il y a aussi des logiques d'isolation. Et donc, il faut vraiment prendre les solutions au global. Si on s'intéresse juste en fait, à une comparaison matériaux-matériaux, on est plus cher que le béton, effectivement. Par contre, en comparaison de la solution totale, de l'enveloppe structurelle, de 1, on utilise moins de matière, donc c'est plus intéressant. Et on arrive à la parité économique sur ce sujet. Et on a les gains de planning, et on a les gains de facilité sur le chantier, etc. etc. Il a raison, Sébastien, parce qu'en fait, quand on dit plus cher, on n'a pas le bon référentiel. C'est-à-dire qu'on compare un débours de chantier comme on l'aurait fait en béton. Mais le poids carbone, s'il était valorisé, dans le bilan, déjà, on créerait une certaine différence entre les deux solutions. Si seulement. Si on valorisait aussi la vitesse d'exécution, eh bien, effectivement, on aurait aussi quelque chose. Pour autant, c'est culturel, hein, c'est deux éléments qu'aujourd'hui, on ne valorise pas du tout dans nos bilans. Et il y a un troisième élément qu'on valorise très très peu, c'est la résilience du bois. C'est qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais géopolitiquement, on ne vit pas la meilleure période de notre histoire, a priori. Et concrètement, dans cette logique-là, le bois, ça pousse à côté de chez nous. Le chêne, le hêtre, le peuplier, c'est des bois de nos forêts. Alors, on pourra en reparler parce qu'il y a pas mal de choses à dire par rapport à ça. Néanmoins, il y a quand même une résilience stratégique de ces matériaux-là qui est particulièrement intéressante. Et il ne faut pas se tromper, des groupes de construction, c'est aussi pour cette logique d'approvisionnement local. Le Covid l'a montré à bien des égards qu'il faut réviser certaines chaînes de valeur et certaines chaînes d'approvisionnement. Ça rejoint un petit peu la question que je voulais vous poser ensuite, parce que j'aimerais aussi avoir votre vision sur le bois, et enfin, votre vision sur la filière bois avec votre regard. Aujourd'hui, on est en train de parler de utiliser plus de bois, etc. Mais au regard des enjeux climatiques qu'on connaît, que vous connaissez, en termes de durabilité, comment est-ce qu'on va garantir finalement l'exploitation du bois comment est-ce qu'on garantit que l'exploitation du bois ne se fait pas au détriment des forêts et comment surtout on peut envisager concrètement comment on fait face à la problématique de la ressource en fait, tout simplement. Peut-être Alban. Alors, la ressource, d'abord le bois, depuis le Covid, est devenu une matière première spéculative mondiale. Extrêmement important. Et ça a beaucoup bougé parce qu'effectivement, l'arbre qui est près de nos habitations, celui-là, malheureusement, on ne sait pas très bien l'exploiter aujourd'hui en France. Pour autant, en France, 30% du territoire national est couvert de forêts. Donc à un moment donné, on se dit quand même qu'il va falloir qu'on s'en occupe un petit peu, qu'on plante les bonnes essences aux bons endroits, puisque le bois a une vertu, c'est que c'est une matière renouvelable, si on exploite bien et si on exploite bien la forêt. Aujourd'hui, la balance commerciale française là-dessus est déficitaire. Hein. On importe beaucoup de bois. Chez nous, on n'achète que du bois français. C'est la deuxième balance commerciale la plus déficitaire en France, après les hydrocarbures. C'est-à-dire qu'on est quasiment le pays le plus forestier d'Europe, mais en termes de milliards perdus par an pour notre économie, c'est gigantesque et ça n'a aucun sens. On a beaucoup de petits propriétaires forestiers qui ont fait de la défiscalisation, beaucoup de petites scieries qui sont sous-capitalisées. Tout ça, c'est pas de nature à faire une industrie en amont très performante en fait. Et pour autant, encore une fois, le fait qu'on ait 30% du territoire national qui soit couvert de forêts, c'est vraiment un sujet qui est sous nos pieds. Ouais, je partage à 100%. Pour continuer, on a plus de forêts aujourd'hui que dans les années 1850. C'est intéressant. Quand on dit ça, on pense qu'on a tout dit. Dans la vérité, ça ne veut rien dire.
Ça veut rien dire parce que les forêts, elles ont changé. Aujourd'hui, on a beaucoup de forêts, c'est concrètement du pin Douglas en grande ligne, ça se voit sur les autoroutes, hein. De toute façon, c'est pas très compliqué. Et ces monoessences, ça pose un nombre de problèmes incalculables. Il faut bien comprendre que la forêt française, elle est en train de mourir. C'est ce qui se passe dans les faits. C'est-à-dire que le réchauffement climatique fait que les essences de bois qu'on a tous vues, peut-être certains d'entre vous plus que moi, enfants, le tremble, le charme, etc., bah, c'est des bois qui vont mourir beaucoup plus vite. Et donc, on considère toujours la forêt comme un puits de séquestration de carbone. Ça veut dire que ça vient absorber plus de carbone que ça en rejette. Sauf que ça, c'est en train de changer. Pourquoi ? Parce que les arbres meurent plus vite et les sols saturent. Et donc ça, c'est vraiment problématique. Il faut bien comprendre que quand on parle de forêt déforestation, déjà, on débunk le truc numéro 1, la déforestation, c'est l'agroalimentaire. Le sujet numéro 1 de la déforestation, c'est vraiment ça. Je ne parle pas des forêts bois exotiques. Honnêtement, mes connaissances sont limitées sur le sujet et je n'ai pas envie de dire des bêtises. Cela étant dit, sur les forêts françaises, il y a certes des zones humides, des forêts primaires qu'il faut absolument préserver, évidemment. Une forêt néanmoins classique qu'on n'exploite pas, c'est une forêt qui va mourir. Et donc, au contraire, il faut vraiment travailler avec les forestiers, l'entretenir. C'est un organisme vivant et il faut vraiment en prendre soin. Et en prendre soin, ça ne veut pas dire laisser faire et laisser faire des nuisibles, par exemple. Donc là, il y a un vrai travail avec toute la filière, avec Fibois, avec tous ces gens-là, de savoir quelles sont les essences qu'il faut aujourd'hui apprendre à valoriser et pas simplement faire des forêts de pin Douglas. C'est un très bel arbre demeurant, mais dans les faits, apprendre à valoriser d'autres essences. Nous, on essaie de le faire avec le peuplier. Concrètement, le peuplier, c'est un arbre qui pousse vite. C'est généralement un arbre qui est mis au bout des parcelles agricoles quand on ne sait pas trop bien valoriser sa parcelle. On met du peuplier. Ça capte les métaux lourds. Et aujourd'hui, c'est utilisé en temps 1 sur du contreplaqué, typiquement sur des panneaux. Mais il y a du bois qui est, même dans le peuplier, des choses qui ne sont pas valorisées, que nous, on vient essayer de travailler et de valoriser. Mais ça demande un vrai travail de toute la filière, aussi bien à l'échelle académique qu'industrielle. Justement, peut-être un mot sur la filière bois. Vous êtes du coup sur la chaîne de valeur construction, donc presque tout en haut. Est-ce que vous sentez qu'il y a des discussions dans la filière ? Est-ce que vous vous sentez appartenir à une filière ? Quel est votre ressenti par rapport à ça ? Je te laisserai prendre Alban. C'est une filière très compliquée. Parce qu'il y a le syndicat de ceux qui rabotent à l'horizontale, ceux qui coupent en vertical. Très atomisé, et ce qui fait qu'en fait, vis-à-vis des pouvoirs publics notamment, cette filière a souvent du mal à se faire entendre. Alors les temps sont en train de changer, puisque effectivement les syndicats se regroupent, et ça nous permet de discuter, mais les vrais enjeux surtout, c'est de discuter avec l'amont, avec les propriétaires forestiers, pour structurer une vraie filière française, là où quand on invite des scieurs, hein, j'ai pas très longtemps invité des scieurs dans nos usines, bah, ils ne savaient pas pourquoi ils sciaient en fait. Hein. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils alimentaient en fait. Donc ça montre bien qu'on a besoin de se parler beaucoup plus sur toute la filière. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a eu il y a quelques années déjà un rapport du Sénat sur toute la filière bois. Et encore une fois, qui est sorti il y a quelques mois sur le sujet. Qui pose bien les sujets en fait. Hein. C'est que tout ça est sous nos pieds et permettrait encore une fois de supprimer cette balance commerciale extrêmement défavorable si on voulait collectivement un peu s'en occuper. Mais ça, il y a des sujets de réglementation, des sujets de fiscalité, des sujets d'investissement dans l'amont. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que tout est réuni aujourd'hui pour accélérer sur le sujet du bois, puisque le volet de la réglementation environnementale, avec les seuils 2028 et 2031, aujourd'hui le béton travaille d'arrache-pied pour essayer de franchir ces seuils, le bois le passe haut la main aujourd'hui. Et on ne parle même pas en termes économiques. Pour que le béton ou l'acier viennent passer ces seuils, ils doivent rajouter des briques dans leur process de production et donc de facto augmenter le coût de production. Quand nous, le bois, on part d'une matière première qui est beaucoup moins chère et on vient la travailler pour en augmenter les performances, que ce soit des performances de déploiement ou des performances structurelles mécaniques. Dans la logique de ce que disait Alban, il y a un gros sujet, c'est pas un gros mot en France, mais c'est la traçabilité. C'est un sujet qu'on doit adresser en tant que filière. Ce qu'on se rend compte, c'est que nos voisins allemands, nos voisins autrichiens, ils sont beaucoup mieux organisés que nous et ils sont tous en train de tirer dans le même sens, quand nous, quelque part, on peut avoir des difficultés. Voodoo, on a dû vraiment toquer à la porte de tous les acteurs bois pour dire on ne veut pas vous piquer votre travail. Nous, concrètement, on veut s'insérer dans la chaîne de valeur et aller là où vous ne pouvez pas aller, à travailler intelligemment avec les scieurs, travailler intelligemment avec toute la chaîne de valeur. Mais c'est une démarche alors que ça devrait être en fait concrètement un élan global. Et donc encore une fois, je pense que les associations professionnelles et ce que vous faites à travers l'accélérateur bois à BPI, il y a une vraie nécessité de regrouper tout ça et de parler d'une voie commune. En fait, c'est quasiment une question de vie ou de mort pour la filière, très sincèrement.
J'allais ajouter effectivement que l'accélérateur sert aussi à ça, mais je vois que tu fais mon travail, donc merci beaucoup Sébastien. J'avais envie de vous poser une dernière question. Comment est-ce que vous imaginez du coup les villes de demain, puisqu'on est quand même sur un thème construction ensemble, si du coup le bois devient le matériau de choix? Peut-être Alban d'abord. Alors, les villes actuelles ne vont pas disparaître. On va simplement s'en occuper en surélevant, par exemple. Et donc, le bois est un matériau particulièrement approprié pour ça. On va s'en occuper sur des gros ensembles en rénovation énergétique. Et lorsqu'on est en milieu occupé, de faire des murs bois pour réisoler des bâtiments, ça va particulièrement vite sur des bâtiments rectilignes, des universités, des lycées, etc., plein de bâtiments publics. Et donc ça permet aussi de faire des choses. Et puis après, encore une fois, on ne va pas faire tout du bois partout, quoi, en fait, hein. Donc le bon matériau au bon endroit. Et ce qui est sûr, c'est que dans les années qui viennent, on va vraiment voir apparaître cette variété de matériaux mis en œuvre. J'irais pour sublimer un peu plus la ville, peut-être aujourd'hui, que le tout béton, parfois froid, qu'on connaît tous en fait, hein, en l'état. Voilà un petit peu comment je vois la ville de demain, en tout cas une ville qui sera agréable à vivre. Alors moi j'adore ton approche pragmatique, je vais me permettre d'être un peu plus aérien. Moi j'aimerais que la ville de demain ce soit pas Courbevoie. Je vais être un peu dur, mais c'est pas la ville dans laquelle je vois mes enfants habiter, quoi. Si j'en ai un jour, mais c'est pas ce que j'ai envie de voir. Moi, je suis persuadé qu'en remettant du végétal au cœur de la ville, en fait, avec Alban, je pense qu'on a peut-être l'un des meilleurs métiers du monde, c'est-à-dire qu'en réfléchissant à l'architecture, à l'urbanisme, en contribuant à cette réflexion-là, on contribue à la manière dont on vit nos vies en tant que société. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et parfois, j'essaie de prendre un petit pas de recul pour comprendre le micro-rouage que je peux avoir dans cette projection-là. Donc, remettre du végétal au cœur des villes, ça permet quoi? Ça permet typiquement de faire descendre la température en plein milieu des centres-villes. Ça permet de gérer les inondations parce que l'écoulement se passe mieux. Ça permet d'avoir tout simplement une nature qui est plus présente et qui fait plus partie du quotidien. Et donc, j'espère qu'on respectera un peu plus dans les années à venir. Avec toutes les limites que ça comporte, c'est des vrais challenges. Il n'y a pas que le bois pour y répondre. C'est un ensemble de solutions déployées. Mais moi, j'ai un peu cet imaginaire solar punk. Je ne sais pas si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, il y a une pub de Chobani. Alors, ça n'a rien à voir. Il y a une pub de Chobani qui parle de cet imaginaire. C'était pas dans le script, hein, ça. De quoi? C'était pas dans le script. C'était pas dans le script. Et il y a cette pub de Chobani où en fait tout simplement c'est une vie future dans laquelle on a fait plus la paix avec la technologie et elle vient plutôt supporter la nature et son déploiement, son redéploiement, que quelque part un imaginaire à la cyberpunk ou Mad Max comme on peut parfois le projeter tristement. C'est Descola, qui est un penseur justement qui réfléchit à ce rapport que l'humain a à la nature. Et il explique que la nature, c'est un concept un peu occidental qui fait qu'on a séparé l'homme de la nature, alors qu'on devrait juste savoir comment est-ce qu'on fait un ensemble et un écosystème complet. Voilà. Magnifique. Je pense qu'on peut les applaudir tous les deux. Merci beaucoup. Il nous reste 2 minutes s'il y a des questions parmi vous. Est-ce que vous connaissez cette entreprise française qui a une innovation extrêmement performante pour faire le séchage du bois sans mobiliser de l'énergie contrairement au séchage classique du bois où ça fait réduire le volume du bois de 10-15%, ça ne réduit pas le volume du bois et le bois est de bien meilleure qualité et du coup bien moins cher. Parce que du coup, il est même des arbres comme les, qui sont généralement pas bien mobilisés. Là, ils viennent de bien meilleure qualité. C'est l'entreprise Ways, W-A-Y-S, qui est en plus qui permet de stocker du carbone et donc ça fait vraiment une source complémentaire. Et malheureusement, le bois produit par eux, pour l'instant, c'est surtout des entreprises du Portugal, de République tchèque qui les mobilisent et pas suffisamment encore en France, quoi. Alors moi de mon côté, c'est des technologies qui nous intéressent sincèrement, donc je serais ravi d'en discuter avec vous après. C'est toute cette force d'innovation dont je parlais. Je m'étais noté cette petite phrase où en fait je vois un peu tous les acteurs de la filière comme différents arbres et on a besoin un peu d'arbres différents pour composer une forêt fonctionnelle. Et donc je serais ravi de discuter de ces technologies-là a posteriori. Alban, toi, ça te parlait? On est tout à fait prêt à faire des alternatives puisque je parlais du bois en disant que c'était des marchés mondiaux.
Rappelez-vous, sortie de Covid, dans la crise des matières premières et les droits de douane, les Américains qui sont venus acheter tout le bois disponible en Europe. On n'est pas encore une fois à l'abri de ça. Et donc, en tant qu'industriel, c'est toujours important de diversifier ses sourcings. Merci pour la question. Une autre question Deux questions rapides. Vous l'avez évoqué peut-être légèrement. Il y a eu un atelier quelques heures avant sur l'adaptation climatique des villes. Il parlait d'Arras, qui va être à la fois inondée, à la fois sous canicule et sécheresse. Donc comment le bois peut résister aux aléas climatiques qui vont venir. Et deuxième micro-question, vous avez évoqué le traitement de bois que vous faites chez Woodoo. J'imagine que vous avez quelques secrets de fabrication, mais c'est consistant en quoi ce traitement? Alors sur l'atelier, j'étais malheureusement pas là et à cause de mes secrets de fabrication, je vais pas pouvoir m'étendre sur les logiques de traitement, on pourra en parler. Sur la logique d'adaptation, je pense que le bois est une matière qui s'est adaptée et qu'on peut aussi adapter à travers différents types de technologies. Ça a plein de perspectives et typiquement, ne serait-ce que l'acier réagit très mal à la chaleur, là où le bois va apporter des solutions plus intéressantes. Je vais rester dans le temps. Je pense qu'on va pouvoir continuer les discussions juste à côté. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à la bulle Coq Vert de nous avoir accueillis. Merci à ma collègue Anne Gargoff qui est quelque part là et qui s'occupe aussi de l'accélérateur construction. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir pour discuter. On sera ravis. À bientôt. Merci.